Fabrice. Benoît, ça va? Ça va et toi? Impeccable, très bien. Merci. Là. Il fait chaud, mais il fait beau. Je t'en prie. Bonjour ou bonsoir, bon, ça dépendra de quel moment vous nous regarderez comme lors de l'épisode de présentation. Aujourd'hui, c'est officiellement le numéro 1 de Aux Armes. Il nous fallait forcément un joueur charismatique qui nous fait penser à l'Olympique de Marseille. Et puis, vu que nous enregistrons et nous remercions la Villa Gabi de nous recevoir pour nos grands invités, aller recevoir quelqu'un qui était classe sur le terrain, qui était soyeux, avec une très belle technique, toujours le regard en l'air avec le dos bien droit et le torse bombé. Aujourd'hui, nous recevons Benoît Chéroux. Bonjour Benoît. Bonjour Fabrice, ça va très bien, merci de me recevoir dans ce merveilleux lieu et je suis heureux d'être le numéro 1, ça fait plaisir. Numéro 1, voilà. Ah ouais. Alors au début, j'avais pensé peut-être de faire numéro 7 en fonction du numéro, mais ça Mais il fallait en trouver 6 avant, c'était compliqué. Voilà, donc j'ai dit 1 d'entrée, on attaque avec Benoît et ça ira. Alors en théorie, je vais demander à Eric pareil. Je demande normalement à l'invité si on se voit ou on se tutoie. Bon, pour nous. On va se voyer. On va se tutoyer, il n'y a pas de problème. Voilà. Je te laisse te présenter puisque ça fait partie de notre podcast. Il vaut mieux que ce soit l'invité qui se présente. C'est beaucoup mieux en général que le présentateur, ce qui peut dire. Ouais, ça dépend. Faut que je regarde du coup. Benoît Chéroux, ex-joueur de l'Olympique de Marseille, 44 ans, maintenant consultant à la télé pour essayer de parler de foot et de la passion qui m'anime encore une fois, le football. Ouais. Très bien. Bon, beaucoup plus court qu'Eric déjà. Eric avait déjà dépassé le time-up du magazine. Benoît, tout d'abord, bon, on va attaquer avec ta nouvelle fonction puisqu'on a une nouvelle chaîne qui s'est lancée avec Ligue 1+. On t'avait vu déjà l'an dernier sur DAZN et puis avant c'était... C'était Amazon Prime. Ouais. Amazon Prime aussi. Prime Vidéo. C'est venu comment l'histoire de vouloir passer comme commentateur des matchs? Comment ça s'est fait? Comment ça s'est produit? Ouais, c'était pas une volonté de ma part dans un premier temps. Quand j'étais joueur, évidemment, j'écoutais les commentaires, les consultants qui parlaient beaucoup de manière négative. En disant bon, c'était mieux avant, moi je faisais mieux que eux et tout ça. Et bon, c'était quelque chose de pas forcément très agréable à chaque fois, surtout sorti de la bouche d'anciens joueurs en fait. Des fois, les journalistes ils se permettent de dire des choses plus ou moins positives, plus ou moins négatives, sans avoir joué. Donc là, c'est encore différent, mais des anciens joueurs qui ont été à la place des joueurs sur le terrain, qui connaissent les difficultés parfois de rater une passe qui a l'air toute simple, mais moi, ça me plaît justement d'expliquer pourquoi ce joueur qui est si fort techniquement a raté une passe aussi simple. C'est que voilà, il y a un contexte autour, des joueurs qui bougent, peut-être une prise d'information un peu tardive. Et en fait, c'est ce qui me plaît. Moi, comment je suis arrivé là, c'est à la fin de ma carrière, j'étais invité, comme là, podcast aux armes, pour parler de ma carrière justement. Et à la fin, le journaliste, c'était à RMC à l'époque, il y a 5-6 ans, m'a dit bon, on cherche des consultants, donc est-ce que ça te plairait et tout ça. J'ai dit franchement, pas forcément, mais je serais con de ne pas essayer. Donc, j'ai essayé une fois, 2 fois. Commentaire de match, c'était la première ligue à l'époque, en cabine. Et ça m'a plu, en fait, le fait de préparer le match, le fait de parler avec le journaliste, d'essayer de me mettre à la place des joueurs, des entraîneurs aussi, des deux côtés, de me dire, tiens, si je joue contre cette équipe, comment moi je jouerais pour utiliser les avantages et les atouts de mes joueurs et essayer d'aller chercher l'adversaire dans ses failles. Donc, c'est quelque chose de très intéressant et essayer d'apporter justement ce regard positif sur un match, sur une action. Quand il y a un but, on peut toujours parler de l'erreur parce qu'il y a toujours des erreurs dans un match. On a tous joué au foot, quel que soit le niveau. L'erreur fait partie de ce qui va se passer. On peut parler de l'erreur, de la passe en retrait qui n'a pas été suffisamment appuyée au gardien. L'attaquant a anticipé, a pris le ballon. On peut donc parler de la phase négative du défenseur qui se trompe dans le dosage de sa passe, mais on peut aussi parler de l'attaquant qui a bien anticipé, qui a fait la bonne course pour arriver au bon moment et qui a senti le coup. Et moi, je préfère parler de ces choses positives justement que de la chose négative que tout le monde a vue finalement. Mais c'est un peu, vous l'aurez compris, vous le verrez plus tard aussi dans Aux armes, c'est ce qui manquait un petit peu dans l'environnement du club, je trouvais. C'est quelque chose de positif et même de parler de foot de façon positive. C'est sûr que tu l'as très bien dit, l'erreur on l'a tous vu, le mauvais contrôle on l'a tous vu, mais après il faut encore réussir à le faire l'après, ce qui est de bon. Et c'est ce qui se passe dans tes commentaires, c'est aussi... C'est ce que j'essaie de transmettre en tout cas. Oui, honnêtement, c'est pas parce qu'on t'a invité, mais c'est ce qui fonctionne aussi et c'est ce qui marche. Justement, tu prépares les matchs comment? C'est
La différence entre quand tu jouais et quand tu commentes les matchs, est-ce qu'il y a la préparation, c'est pas la même, mais tu le vois comment, toi, tu l'anticipes comment tout ça? Bah, je suis plus autonome déjà. Quand tu es joueur, c'est les coachs et les assistants. Il y a beaucoup de vidéos maintenant, donc c'est eux qui te préparent des séquences pour préparer les matchs. Après, tu connais plus ou moins les adversaires. Là, les matchs que je prépare chaque week-end, j'essaie déjà de suivre les matchs quotidiennement toute l'année parce que rien ne vaut les infos que tu ingurgites au fur et à mesure de toute la saison. Donc, je regarde énormément de matchs, beaucoup plus de matchs que quand je jouais. Et là, la préparation d'un match le week-end, c'est de regarder les 2-3 derniers matchs de l'équipe, analyser pareil les atouts, les faiblesses, les joueurs en forme, les associations. Dans un couloir, par exemple, ça marche mieux dans le couloir droit que dans le couloir gauche. Et essayer de sortir 2-3 idées pour préparer la rencontre et essayer de présenter aux gens qui vont regarder le match, qui connaissent bien le foot ou qui ne connaissent pas bien le foot, de manière le plus simple possible pour que Donc tout le monde puisse comprendre. Ah, exactement. Oui, bah, c'est pas juste tu arrives avec ton casque et ton micro. Non, il y a plusieurs heures de travail. Ouais, non, mais ça se ressent. Et puis, le foot est un sport que tout le monde arrive à comprendre. C'est très simple à voir, Exactement. mais après, il y a beaucoup de choses qui peuvent être creusées. Bon, mais très bien. Et du coup, ça y est, tu te sens accompli comme commentateur ou tu trouves qu'il y a encore des choses à améliorer ou Comme quand tu es joueur, dans n'importe quel métier, tu essaies de progresser. Et donc, je réécoute mes matchs, j'écoute les autres commentateurs aussi pour essayer de prendre le meilleur de chacun. Et ça me plaît beaucoup. Je suis épanoui dans ce métier. C'est quelque chose ouais, je ne pensais pas du tout faire quand j'étais joueur, mais qui me plaît beaucoup. Ouais. tu penses que plus tard, après, tu pourrais passer au terrain ou ça te dit pas d'entraîner ou quand même dans un coin de ta tête, tu te dis, bon, peut-être qu'après, quand j'aurai fait un peu le tour de tout ça. C'était un peu l'hésitation de fin de carrière. Pendant ma carrière, j'ai toujours voulu être coach parce que j'ai toujours eu une réflexion sur le jeu. Quand les coachs donnaient des consignes, j'étais d'accord ou pas d'accord. Et des fois, en tant que joueur, en fait, ça peut être frustrant parce que le coach met en place une tactique. Et toi, sur le terrain, tu te rends compte que la tactique qu'il a mise en place, c'est peut-être pas forcément la meilleure. Alors, le coach peut se tromper, moi aussi, je peux me tromper, mais tu as le ressenti du terrain que le coach n'a pas de l'autre côté de la ligne de touche. Et ça, c'est une frustration que j'ai pu avoir en tant que joueur. Et donc, j'ai passé mes diplômes quand j'ai fini ma carrière de joueur et j'ai commencé à entraîner quand j'ai arrêté à Toronto en MLS. J'ai entraîné les jeunes, l'équivalent des U17 nationaux. Et je me suis régalé, plus dans le développement des jeunes qui avaient entre 16, 17, 18 ans, qui étaient à la porte de l'effectif professionnel, dans une logique de progression, de développement de joueurs, plus que de résultats. C'est un métier qui me plaît énormément, mais qui prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et je pense que les coachs, non pas qu'ils soient égoïstes, mais je pense qu'il faut... la passion d'entraîner passe avant tout. Il y a Christophe Galtier, un Marseillais aussi, qui en a parlé de fort belle manière dans un podcast pour l'équipe, qui s'appelle L'Enfer du banc. Je vous conseille de l'écouter. Et qui dit qu'en fait, quand tu es coach, tu t'oublies en tant que mari, en tant que père, en tant que frère, en tant que fils, et en tant qu'ami aussi, parce que tu t'es focalisé à 100% de ton temps et de ton énergie dans ce métier. Pour Christophe, là, l'exemple que tu me donnes, ou même tous les entraîneurs, là, en ce moment, je pense que De Zerbi, quand il rentre à la maison, il n'a pas le problème de savoir ce qu'il va devoir manger ce soir ou quoi que ce soit, mais plutôt comment régler tel problème, pourquoi là, on a pris l'eau ici, pourquoi on n'a pas réussi à attaquer comme ça. Mais c'est vrai que, et puis en plus, tu l'as dit, c'est deux métiers qui sont différents. Quand tu entraînes des jeunes, que tu dois développer le joueur ou ce que tu vas mener, et puis après gérer des professionnels avec, on va y rentrer dans le détail de ta carrière à l'OM en plus. Où là, le plus important, c'est le résultat du week-end, c'est le match. Gérer les égos de tout le monde, les desiderata de tous, c'est pas forcément évident. Ouais. Bon, peut-être on te retrouvera sur un banc, alors un peu plus tard, on ne sait jamais. Je ne m'interdis pas de le faire parce que c'est un métier qui me plaît beaucoup, mais en fait, j'aime trop de choses en dehors du foot pour ne faire que ça. Et je sais que si je me mets à faire ça, il faudra faire que ça. J'ai une famille, j'ai des amis, j'ai des passions autour. Profiter aussi, parce qu'après, la carrière de footballeur, et on en parlera plus longuement tout à l'heure, c'est pas juste jouer au foot le samedi, s'entraîner le matin, et puis après... En tant que joueur, tu peux déconnecter un peu plus qu'en tant que coach. En coach, tu as besoin de gérer 30 joueurs, plus, comme tu dis, directeur sportif, le président, la presse, les supporters, les jardiniers, tout le monde. Bon, on arrive à ce qui va... Tout est intéressant, mais on va parler quand même de notre club.
Tout d'abord, comment sont arrivés les premiers contacts pour arriver, pour signer à l'Olympique de Marseille? Et puis, comment ça s'est fait? Parce que toi, tu es arrivé formé à Lille, tu étais à Auxerre avant de signer à Marseille. Comment se sont faits les premiers contacts? À quel moment? Et puis, comment toi, tu as réfléchi à tout ça? Ouais, je sortais de 3 bonnes saisons à Auxerre, comme tu as bien dit, après avoir été formé à Lille. Je faisais la Coupe d'Europe tous les ans et j'ai été contacté en fin de saison par l'OM, via mon agent évidemment, et mon frère Bruno, qui avait déjà joué à l'OM quelques années auparavant, m'a- m'avait dit, écoute, moi ça s'est pas forcément bien passé pour moi, mais il n'y a aucune raison que ça se passe pas bien pour toi, donc fonce, mais il faut que tu fonces si tu sens que tu es désiré par le coach, le directeur sportif et le président. Donc, il faut que tu les aies les trois au téléphone. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu Albert Raymond qui m'a appelé dans un premier temps, le coach de l'époque, José Anigo, directeur sportif, et Pape Diouf, le président de l'époque aussi, et que j'ai eu tous les trois au téléphone et qui m'ont fait part de leur souhait que je rejoigne le club, l'équipe. Et donc, après, j'ai pas réfléchi trop longtemps non plus. Ouais, après, bon, tu avais déjà joué au Vélodrome quand même avec les autres équipes, donc tu savais l'aspect Vélodrome. Ça, on en parlera tout le temps parce que c'est important pour nous. Ça y fait vraiment quand même dans le choix d'un joueur de se dire, oui, quand même, si j'ai l'opportunité d'y aller, même si peut-être vous ne voyez pas tout clair à un moment, mais se dire, oui, de jouer dans ce stade-là avec tout ce que ça peut amener, ça doit quand même rentrer en considération. Comme tu le dis, quand tu es petit, que tu as 10 ans, 15 ans, que tu sais même pas encore que tu vas être professionnel, que c'est ton rêve, mais que tu as milieu d'imaginer que tu vas jouer un jour au Vélodrome, ça fait partie des stades qui te font frissonner évidemment. Et quand tu es avec une équipe adverse, comme je l'ai été avec Lille et avec Auxerre, moi c'était les matchs que j'attendais Oui, ça galvanise, au début de saison. Certains peuvent être un peu, ça peut impressionner, mais pour. Moi, j'ai jamais été impressionné dans un stade. Après, peut-être un peu en Corse, parce qu'en fait, il y a moins de monde dans les tribunes et tu entends à la limite plus les insultes, les trucs, et tu sens que même les mecs de la sécurité peuvent se retourner contre toi. Mais j'ai jamais été impressionné dans un stade de manière négative. Et le fait de jouer au Vélodrome avec un maillot différent de celui de l'OM, c'est déjà top. Mais quand tu dis j'enfile le maillot de l'OM et tu vas marcher avec cet écusson dans ce stade, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Alors, donc, tu arrives avec les trois personnes, donc tout le monde te veut, très bien. Ça se passe pas très bien pour Albert Raymond, puisqu'il ne va pas rester très longtemps. Le départ, c'est septembre-octobre. Octobre, je crois, oui. Voilà. Eric Guéretz qui arrive pour le remplacer. Et avec Guéretz qui arrive, donc du coup, là, on est passé avec, on ne le savait pas encore, mais quelqu'un qui va marquer quand même l'histoire du club, parce que, et tu le sais, je pense qu'on marche dans Marseille, on croise n'importe qui, on lui dit Eric Guéretz et Pape Diouf. Tout le monde a des étoiles dans les yeux et un grand sourire. Enfin, c'est pas un entraîneur qui... Je connais personne, je crois, qui n'a pas aimé Eric Guéretz. Si tu peux nous en parler un peu plus, justement, de sa façon comme il était avec vous et puis l'effectif que tu avais à ce moment-là. Je pense que quand il arrive, on est en difficulté. Je crois qu'on est avant-dernier au mois d'octobre. Et malheureusement, Albert Raymond est démis de ses fonctions, mais c'est de la faute des joueurs aussi. Évidemment, les premiers. Eric Guéretz arrive, je pense qu'il ne connaît pas grand monde dans l'effectif. Peut-être Djibril Cissé à l'époque. Et il arrive quelques jours avant un des matchs qui sera le tournant peut-être dans l'histoire de l'OM d'une certaine manière, de notre histoire à ce moment-là. Et ça a marqué l'histoire parce que c'était la première fois qu'un club français allait gagner à Anfield. C'était juste avant le match de Liverpool. Et donc il fait des entretiens individuels un peu à l'hôtel 2 jours avant, la veille et tout, pour apprendre à mieux nous connaître en tant qu'homme et en tant que joueur aussi. Et on gagne 1-0 à Liverpool contre une grosse équipe de Liverpool, alors qu'on était dans un état lamentable en championnat. Et ensuite, il y a eu une histoire humaine avant tout, une aventure humaine pendant 2 saisons presque, qui a été exceptionnelle. Parce que Eric Guéretz, c'était un très bon tacticien. Il nous a beaucoup appris et là, il a réussi à transmettre ses idées sur le terrain. Je pense qu'on a pu développer et on a pu régaler aussi les suiveurs de l'OM parce que ça jouait vraiment très bien au foot à ce moment-là. Et également humainement. Il nous emmerdait au départ parce qu'il nous faisait venir à la commanderie plus tôt, petit déjeuner ensemble, on s'entraînait, déjeuner ensemble, beaucoup plus de mise au vert. Parfois, on passait l'après-midi aussi à faire des vidéos. Et à l'époque, c'était il y a 15 ans, donc ça se faisait beaucoup moins exactement. Mais on s'est aperçu qu'on avait des bons résultats et que humainement, il était très juste. Et ça, c'est quelque chose de très difficile dans un vestiaire.
Pour ceux qui ont coaché, ils se rendront bien compte que être juste avec les joueurs tout le temps devant tout le monde, c'est compliqué, quoi. Dire ok, c'est bien quand tu as bien joué, c'est pas bien quand tu n'as pas bien joué. Et être capable de dire ok, il y a 3 jours, tu n'as pas été bon, je t'ai redonné ta chance là, tu as été bon, tu as été le meilleur et c'est grâce à toi qu'on a gagné ce match-là. Eric Guéret était capable de le faire. Moi, ce qui m'a marqué avec Eric Guéret, c'était ses causeries d'après-match, le lendemain de match, dans le vestiaire. Il se mettait au milieu et il avait les 25 joueurs autour de lui et il commençait le débrief de chaque joueur individuellement devant tout le monde. Certains ne le font pas, certains coachs n'aiment pas ça, certains joueurs n'aiment pas ça, mais lui, il te disait franchement devant tout le monde, si tu avais été bon, il était capable de t'enflammer. Si tu avais été nul, il était capable de te descendre. Mais c'était juste. Mais voilà, c'est la justesse qui... Exactement. Enfin, pas qui efface tout, mais qui égalise tout en vrai. Ouais. Puisque, comme tu le dis très bien, si tu avais été nul, il était capable de te dire, bon, là, pas bon, dommage, mais la fois d'après, si tu avais été bon, il n'y avait plus de... Exactement. Même si tu rentrais dedans et que c'était dur à entendre, déjà en tête à tête, mais vis-à-vis de tout le monde aussi, mais tu savais qu'il allait te redonner ta chance pour que justement tu puisses te rattraper. Puis en plus, je l'ai dit, mais dans cet effectif-là, pardon, il y avait quand même des égos un peu... Enfin, il y avait des caractères. Djibril... Ouais, Djibril Cissé, Mamadou Niang, Steve Mandanda, Bolo Zenden, Loïc Sana. Comme dans tous les effectifs, hein, on ne va pas se cacher. Et c'est ce qu'il faut dans un club comme Marseille. Si tu n'as pas un effectif avec des joueurs de caractère, c'est plus compliqué. Donc là, il y a la période Guéret qui se passe bien, hein, parce que c'est une bonne période du club, l'équipe joue bien, il y a beaucoup de buts, c'est très... on a même Ben Arfa au milieu. Moi, je l'avais vu quand il est arrivé avec Lyon, qu'il avait joué au Vélodrome. Là, Je te rappelle de ce match-là, ouais. C'était un match extraordinaire. À regarder, oui. À jouer contre, c'était... Mais même nous, au stade, je disais... Mais je pense que même le Vélodrome a limite applaudi Hatem Ben Arfa alors qu'il avait le maillot de Lyon à cette époque-là et qu'il avait fait un match de fou. Tu connais mieux les supporters et le club que quiconque. Hein. Tu sais très bien que lorsque vraiment on se met à... Alors pas à le célébrer, mais à voir que... Alors là, ce match, ça avait été... c'est extraordinaire. C'est Pape Diouf qui avait dit après le match, ouais, il me le faut celui-là, il l'avait pris l'année d'après. C'était une bonne idée. Justement, quelle était la relation avec Pape Diouf, avec l'équipe, avec l'entraîneur, c'était un président, même si on le sait un peu, on peut toujours le répéter quand c'est les bonnes choses, on peut le dire, il ne faut pas se gêner. Toujours très présent, il accompagnait l'équipe à domicile, à l'extérieur, dans les déplacements. Pas mal de rappels aussi dans le vestiaire par rapport au respect de l'institution à l'époque et ce que représentait le fait d'être un joueur de l'Olympique de Marseille, avec des droits et des devoirs. Donc le privilège de jouer devant plus de 60 000 personnes dans un stade incroyable avec cette ferveur, et même à l'extérieur, quand on allait à l'extérieur, et c'est toujours le cas, des centaines de personnes qui t'attendent à l'aéroport, devant l'hôtel, que tu sois à Brest, à Strasbourg, à Lille, dans toute la France. Et c'est ça moi qui m'a le plus marqué. Connaître la ferveur dans la ville et dans les alentours, dans la région, c'est prévisible. Mais dans toute la France, on était attendu par énormément de supporters, et chose qui n'était pas envisageable dans d'autres clubs. Là, la Brune, c'est Dacier qui va arriver. Après, Deschamps arrive aussi, Guéret s'en va. Quand Guéret est parti, vous, dans le vestiaire, vous l'avez senti, même avec ce changement de présidence et d'entraîneur, vous l'avez senti comment? Parce que tu étais quand même un cadre de l'équipe, il y avait les qualifications déjà en Ligue des Champions et tout qui se sont faites, donc il y avait quand même quelque chose qui s'est fait entre vous. Vous le vivez comment? C'est pris comment dans le vestiaire? Nous, au départ, une déception quand même, parce qu'on a vécu une aventure humaine et sportive exceptionnelle avec lui. Et assez déçu. Je sais qu'il y a eu un petit quiproquo, je pense, en début d'année civile, donc 3-4 mois avant la fin de saison, où il arrivait en fin de contrat et il n'a pas été renégocié suffisamment tôt, suivant ce qu'il avait dit à l'époque. Et Pape Diouf, à l'époque président, Eric Guéret, lui, on avait voulu un petit peu, et donc il avait eu une opportunité de signer dans un autre club, en Arabie Saoudite, je crois. Et il est parti là-bas parce qu'il n'avait pas eu de proposition de l'Olympique de Marseille. Et j'avais trouvé ça dommage à l'époque parce qu'on était sur une lancée, on arrive second du championnat, derrière Bordeaux qui marchait sur l'eau à l'époque. Je pense qu'on mérite d'être champion. Peut-être pas limite. Ils avaient fait une série de 11 victoires d'affilée, je crois, à cheval sur les 2 saisons, c'était incroyable. On l'a oublié ça, mais bon, ça a été l'une des saisons charnières quand même, parce qu'on finit pas loin de Bordeaux, qui était une équipe en très grande forme. Ouais. Arrive Deschamps. Ouais. Donc avec tout ce que représente Didier Deschamps à l'Olympique de Marseille, avec un nouveau président, on change quand même de... Même le président d'Acier, c'est pas du tout la même... non. Il connaît moins le métier, évidemment. Pape Diouf est dans le foot depuis
des décennies en tant que journaliste, agent et puis dirigeant. Donc, il connaît très bien le foot, il connaît très bien la ville de Marseille. Et Dacier arrive avec un peu moins de connaissances, mais aussi il apporte autre chose, avec moins d'expérience. Et Didier Deschamps avec évidemment beaucoup d'expérience, une belle aventure à Monaco en tant que coach et en tant que joueur avec le palmarès qu'on lui connaît. Donc, et là, il y a eu une construction d'une équipe. Donc, il a su surfer sur la belle lancée amenée d'Eric Guérès dans la qualité de jeu. Et il y a eu un recrutement aussi beaucoup plus important que les saisons d'avant, quoi, avec Lucho, avec Gabi Heinze, avec Souley Diawara. J'en oublie sûrement encore, mais c'était un autre recrutement. Vous, quand vous voyez arriver tous ces joueurs-là, et là, vous vous dites, bon, là, on joue clairement le titre. Ah oui. Là, il y a l'objectif. On jouait déjà la saison d'avant. Oui, On arrive second, mais ouais. Là, il faut être champion. Il faut être champion. Ah ouais, mais il faut être champion tous les ans. On va pas se le cacher. Là, voilà, le PSG qui est au-dessus avec un budget évidemment bien au-dessus de tous les autres. Mais à l'époque, il y avait une concurrence plus avec Lyon qu'avec le Paris Saint-Germain sportivement. Donc, moi, quand je signe à l'OM, c'est pour être champion. C'est pas pour dire sur le podium, c'est bien déjà. Donc, cette année, on vise le titre. Mais comme l'année d'avant, en plus, on était très proche de le gagner juste derrière Bordeaux. Mais là, on voit le recrutement qui est avec des joueurs d'expérience qui ont gagné des championnats aussi. À Porto avec Lucho, beaucoup de matchs de Ligue des Champions. Gabi Heinze aussi ramène beaucoup d'expérience. Donc, parce que après, par dire que tu as été un des grands joueurs et un des grands artisans de ces saisons-là, mais c'est vrai que l'arrivée d'un joueur comme Lucho González, c'est quand même quelque chose. Enfin, tu as joué, moi j'étais abasourdi par Lucho, cette qualité de passe tout le temps. Je me dis, mais entre toi et lui, des fois, je me demandais comment on pouvait perdre le ballon. C'était que, quand je voyais Niang partir, je me disais, bon, ça, il va avoir un ballon, ça va être facile pour lui. Devait d'ailleurs vous remercier tout le temps, je pense tous. C'était des joueurs comme ça, mais comment c'était le coaching justement de Deschamps au quotidien avec, parce qu'en plus, ça commence bien, mais on a un peu du retard quand même avant d'être champion. Ouais, ça commence pas si bien que ça. Ouais, ça commence bien. Ouais. C'est compliqué. Après, il a fallu cravacher pour aller chercher le titre. Bordeaux, ça marche moins bien. On en a profité. Moi, je crois que Bordeaux a 9 ou 10 points d'avance à la trêve. Ils sont dans la continuité de la saison d'avant avec Laurent Blanc en tant que coach, avec Gourcuff, Chamac. Je crois qu'il y avait Aloudiara encore là-bas. Enfin, une grosse équipe. Et nous, on démarre de façon moyenne. Et ensuite, le coaching de Didier Deschamps, c'était beaucoup de responsabiliser les cadres, les joueurs d'expérience. Il était très bon dans le recrutement de ces joueurs-là, qui avaient une éthique de travail qui permettait d'être exemplaire dans le vestiaire. Quand tu vois Gabi Heinze qui avait joué à Manchester United, au Real Madrid, qui avait gagné je ne sais pas combien de titres et qui arrive avant tout le monde alors que c'est le plus ancien et qui repart après tout le monde, qui travaille. Bon, ça y est, tu as lancé le truc, quoi. Les plus jeunes, tu es obligé de te caler là-dessus, quoi. Donc ça, c'était quelque chose d'important. Et après, sur le terrain, au-delà de la qualité de jeu, il y avait vraiment c'était une équipe de bonhommes en termes de caractère. On n'était pas tous forcément amis, mais on avait tous envie de gagner et on était capable de se couper la jambe pour récupérer un ballon que toi, tu avais perdu, même si tu n'étais pas mon ami, sur le terrain pendant 90 minutes. Je savais que toi, tu allais le faire pour moi et que moi, j'étais capable de le faire pour toi. Mais ce qui ressortait de cette équipe, vraiment, c'est qu'on sentait qu'il y avait une force collective. Et puis n'importe qui pouvait rentrer, c'était dans le même, Exactement. Dans le même délire. Hein. Tout le monde courait, tout le monde défendait. On parle du recrutement, excuse-moi, je vais parler de Mamadou Niang aussi, qui était capitaine, qui a été conservé. Et pour moi, c'était le meilleur recrutement aussi parce qu'il avait fait une super saison avant. Il aurait pu partir et il est resté. Et ça a été le capitaine encore une saison de plus. Et c'était un des meilleurs joueurs du championnat cette saison-là. Mais là, on peut en parler de Mamad, bien sûr, de Niang. La carrière de Niang aussi, à l'OM, elle est extraordinaire en vrai, puisque quand il arrive, il a un peu du mal. Au début, c'est compliqué. Enfin, comme souvent les attaquants au club, c'est pas évident. Puis après, capitaine, dès qu'il touchait le ballon, on savait tous plus ou moins qu'il allait se passer un truc à un moment ou à un autre. C'est un grand joueur, Mamadou Niang. C'est un très, très grand joueur. Et on avait cette équipe-là. Quand à la trêve, il y a le retard et que vous commencez petit à petit à le combler, pour vous vous dites, c'est sûr, on va finir champion. À un moment, tu te dis, bon là... On sentait cette force collective et... ça va aller. Ouais, je me rappelle d'un match
À l'époque, il y avait en Islande le volcan, je ne sais pas si tu te souviens, qui faisait de la... Ah oui, oui, il y avait eu ça, oui. Allez, on ne Ouais. pouvait plus prendre l'avion, il y avait des cendres dans l'air, on ne pouvait plus prendre l'avion. Et donc, on doit jouer à Boulogne-sur-Mer à l'époque. En fin de saison, il devait rester quelques matchs. Et donc, on ne peut pas aller jusqu'à Boulogne en avion. Je crois qu'on s'arrête à Auxerre ou à Paris. Et ensuite, on va en bus. On arrive 1 heure avant le match. Franchement, c'était un voyage tempête catastrophique. Faire 4-5 heures de bus juste avant le match, c'était... Le titre et tout, là, c'est pas juste. Ah oui, oui. Et puis, t'enchaînes, tu joues tous les 3 jours et tout. Donc, préparation de match catastrophique. Et en fait, on sentait que quand on rentrait sur le terrain, il pouvait rien nous arriver. Et je me souviens même que ce match-là, je crois qu'il y avait Tai Taiwo qui était sur le banc, Brandao était sur le banc. On fait 0-0, il doit rester un quart d'heure. Il rentre. Tai Taiwo, je crois, déborde. Centre pour Brandao. Brandao fait une tête, mais la balle, je pense qu'elle sortait en touche. Elle n'était pas cadrée, elle sortait en touche. Elle tape le bras d'un défenseur de Boulogne. Penalty. Tai Taiwo qui marque le penalty alors qu'ils étaient remplaçants. Enfin, c'était improbable, quoi. Et là, on s'est dit, on a peut-être la chance du champion, en plus d'avoir la qualité et le caractère et l'état d'esprit pour aller chercher ce titre. On a aussi la réussite qui nous a manqué peut-être la saison. Il y a aussi dans cette saison-là un match qui a marqué l'histoire de la Ligue 1, et le match à Lyon. Ouais. Bon, j'en parle, vous ne pouvez pas le voir, des frissons et c'est normal. Mais vous, sur le terrain, dans ce match-là, parce que là, 5-4, avant l'égalisation du 5-5, ça y est, on avait perdu le titre, on n'était plus là, on était tout... Ouais, c'était assez tôt dans la saison quand même. Ouais, mais enfin, on n'a pas perdu le titre, mais comme, tu vois ce que je veux te dire, genre, Ouais. et on va perdre celui-là alors qu'il fallait le gagner, ou on était bien. Enfin, en plus, c'est Lyon quand même avec une grosse équipe. Parce que La grosse équipe de Lyon, hein, c'était le vrai gros morceau. Sur ce match-là, justement, que vous avez fait match nul, il a servi pour la construction de l'équipe. Tu vois, tu en parles presque comme d'une victoire en fait de ce match-là. Et nous, sur le terrain, c'est un match un peu où tu sors abasourdi. Tu sais pas si tu dois être content, pas content, parce que pendant 30 minutes, t'es pas bien. Après, pendant 30 minutes, tu es bien et tu penses que tu vas le gagner. En renversement de situation, encore une fois. Tu as l'impression que tu as fait 3 ou 4 matchs dans le même match, avec une intensité folle et ouais, des émotions vraiment en dents de scie, quoi. Mais il faut que toi, en tant que joueur, tu fasses abstraction du contexte du truc et que tu te concentres sur ce que tu as à faire. Et c'était un match assez fou, effectivement. Ouais, déjà, il y avait la rivalité entre Hugo Lloris et Steve Mandanda. Moi, c'est pour ça que quand je marque le deuxième but, je pense juste avant la mi-temps, j'égalise. Quand tu marques un but, t'es un peu à l'ouest, tu sais plus ce que tu fais. Et il y avait le débat en équipe de France de qui est le meilleur gardien. Et moi, évidemment, je défends Steve en disant c'est toi le meilleur, c'est toi le meilleur. En plus, Hugo Lloris se déchire un peu sur ma frappe, donc ça m'a servi un petit peu, ça nous a tous servi. Mais ce match est complètement fou, mais je ne suis pas sûr que ce soit ce match qui nous est le plus, sur lequel on s'est le plus appuyé pour dire voilà, on est costaud. Je me rappelle de la finale qu'on gagne en Coupe de la Ligue. Surtout, le fait de gagner un titre, c'était assez tôt dans la saison, mars-avril, je crois. Oui, ils avaient avancé puisque la finale de la Coupe de France c'était fin de saison. Voilà. Et la Coupe de la Ligue, il avait calé. C'était assez tôt, ouais, il restait peut-être une dizaine de matchs encore, donc ça nous a bien servi. Là. Mais en plus, alors, feu la Coupe de la Ligue qui n'existe plus, mais le club avait plus rien gagné depuis. Oui, c'était un titre 17 ans, je crois, d'attente. On gagne la Coupe de la Ligue et là, on a gagné la Coupe du Monde en vrai. Hein. C'est ça. La ville est pleine, des bus, des machines, des banderoles. Ça, forcément, ça aide pour la suite de tout en vrai, et puis ça aussi, ça valide le fait d'avoir pris Deschamps, lui qui gagne et qui veut installer ça. Tu as été surpris quand même de l'accueil de la victoire en Coupe de la Ligue par les supporters? Oui, on s'est dit c'est que la Coupe de la Ligue, mais les gars, imaginez-vous ce qui s'est passé après la Coupe de la Ligue. Si on est champion dans cette ville, ça va être n'importe quoi. C'était un avant-goût qui nous a donné encore plus mis l'eau à la bouche pour aller chercher ce titre. Ouais. Justement, on raconte pas tout je ne veux pas tous les détails, mais l'après-fête de titre, ça a été quelque chose. Ça a été parce qu'il y avait quand même il y avait une équipe de. Alors, j'entends ce que tu as dit tout à l'heure, on ne s'entendait pas tous, et ça, c'est comme dans tous les vestiaires. Non, c'est pas qu'on ne s'entendait pas tous, c'est qu'on n'était pas tous amis, c'est pas pareil. On s'entendait tous plutôt bien, il y avait une bonne ambiance dans cette équipe. Hein. Et quand tu gagnes des matchs, c'est aussi beaucoup plus facile de t'entendre. Quand tu joues le maintien et que tu perds plus de matchs que tu en gagnes, forcément, il y a plus de tension parce que toi, tu n'as pas fait l'effort. Je me suis souvenu que tu as perdu le ballon là, il y a plus de reproches. Si tu as perdu là le ballon et qu'on gagne le match 3-0, je ne vais plus me rappeler du ballon que tu as perdu. Quand on gagne 3-0, on oublie un peu tout. Donc, il y avait une bonne ambiance dans cette équipe. L'après-titre, ça a été quelque chose?
Tu as de bons souvenirs de tout ça là? Ouais, j'ai des gros souvenirs, des choses dont je me rappelle peut-être plus, mais pendant 2-3 jours, effectivement, tu es sur un nuage et ouais, tu sais même plus comment tu es habillé, où tu vas, tu es toujours bien accueilli parce que les gens sont tellement contents et en fait, c'est ça qui rend le plus fier. C'est pas de ce que tu as accompli, toi, en tant que joueur et en tant que sportif, de gagner des matchs, gagner, une compétition. C'est de voir le regard des gens et la fierté que tu leur as rendue, qu'ils attendaient depuis tant d'années et c'est cette émotion, moi, qui m'a le plus, marqué et qui continue de me marquer parce que les gens que je croise encore, maintenant me parlent du titre de 2010 et de la fierté, de la joie, du bonheur que ça a pu leur apporter et ça m'a rappelé, moi, quand j'étais jeune aussi, que je regardais des matchs et des émotions que j'avais en tant que jeune ou, passionné de foot, quoi. Mais comme tu l'as dit, en plus, on en a parlé de Lyon-OM, tu en as parlé comme si on avait gagné limite le match, mais même le titre de 2010, quand tu dois en parler encore aux gens, tu as l'impression que vous l'avez gagné là, que c'est fait, C'est ça. c'était, il n'y a pas. Ce qui est beau et malheureux à la fois, parce qu'un club comme l'Olympique de Marseille ne doit pas attendre, ça fait quoi, 15 ans, 16 ans maintenant, Oui, 2026, ouais, là, c'est beaucoup trop. ouais. On est d'accord avec ça, mais bon, on espère que ça prenne un meilleur chemin. L'année qui suit, donc là, Ligue des Champions, tout, on remet tout en continu, puisque le club se qualifie fréquemment en Ligue des Champions. Ouais, Hein, tous là, les ans, ouais. Ouais, ouais. c'est une normalité, ce qui devrait être normal aussi, même maintenant encore. Justement, de vivre la Ligue des Champions avec l'OM, c'est un poids. Comment vous abordiez les matchs justement de poule et après, parce qu'il y a quand même des matchs à élimination directe. Bon. Un point, non, moi, pour moi, c'est la plus belle des compétitions. Donc, quand tu es petit, tu regardes les matchs de Ligue des Champions pour jouer le Real, Milan AC, Liverpool, c'est ces matchs-là. Donc, c'est peut-être les plus beaux souvenirs, la Ligue des Champions, parce que c'est les plus beaux stades dans lesquels tu espères jouer, évoluer quand tu es tout petit. Il n'y a pas de toit supplémentaire parce que l'OM a été en 93 le vainqueur de cette édition-là. Surtout que bon, on redevient champion de France, mais on est conscient qu'on est encore très loin des grosses écuries européennes parce qu'il y a des différences de budget incroyables et d'expérience, de vécu, et on sait qu'on ne va pas rivaliser et qu'on sera un petit en Champions League. En championnat, l'année d'après, ça se passe comment? C'est moins. Ouais, ça se passe un peu moins bien. Il y a l'arrivée aussi du Qatar au PSG, donc des investissements déjà, je pense avec Pastore déjà. Et on se doute qu'il faut vite se dépêcher de gagner d'autres titres. Parce que si on se projette dans les années qui viennent, et ce qui s'est confirmé, le Qatar va investir de plus en plus d'argent dans cette équipe. Et évidemment, quand tu achètes les meilleurs joueurs, il y a plus de chances de gagner des matchs. Donc on sait qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour gagner les trophées. 3 coupes de la Ligue dans la période là. D'affilée, ouais. C'est plutôt remarquable. C'était notre coupe, Non, mais c'est bien toujours. Moi, je dis de gagner, c'est toujours bien. bien sûr. N'importe quelle Bien compétition, du sûr. moment où on gagne, c'est toujours bien. Du moment où on lève des Même à trophées. l'entraînement, tu gagnes un Même match à l'entraînement, tu gagnes les, au Uno contre ton fils, t'es content? Oui, ça, il le sait. Il est là aujourd'hui, il le sait. On ne laisse rien paraître. Il faut gagner tout le temps. Exact. C'est ce qui est important. Mais même le trophée des champions contre Paris, on en a gagné un, c'est la deuxième année. Je Peut-être sais il y en a eu un plus. contre Lille, un Ouais, contre oui, Paris. contre Lille, oui. Ouais, Celui contre Lille, 5-4, ouais, match de fou. n'importe quoi, mais c'était très bien. Quand tu gagnes des matchs comme ça, je pense que c'est très bien de les gagner, ceux-là. L'entraîneur fait plus attention quand on en prend 4 et qu'on gagne 5-4, ou un peu moins. Je pense qu'il préfère gagner 1-0 que gagner Oui, 5-4. Ouais. oui, surtout connaissant un peu le cursus de Didier Deschamps, oui, je pense que ça l'intéresse plus de gagner 0 que. Une fois qu'on a passé cette période faste, quand même, sur la Ligue des Champions, il y a une élimination contre Manchester United. Bon, pas très grave. Celle contre le Bayern, elle laisse, avec la qualification contre l'Inter, elle laisse un regret quand même, parce qu'il n'y a pas Steve au premier match, parce qu'au Vélodrome, il est suspendu. 2 fois 2-0, c'est pas non plus. Franchement, aucun regret. Ouais. Tu perds 2 Mais fois 2-0, mais tu n'existes pas, et tu te rends compte qu'il n'y a pas photo entre eux et nous. Il faut savoir aussi le dire et l'accepter. Il y avait un monde entre le Bayern de cette époque-là et notre équipe aussi. Donc, pas de regret. Et déjà content d'arriver en quart de finale. Ça faisait longtemps que l'OM n'avait pas été en quart de finale de Champions League. Après ce fameux match contre l'Inter avec le but de Brandao. Et c'était une belle épopée, mais on sait que on n'a pas l'effectif pour rivaliser avec les Bayern, les Real et compagnie. Donc là, en championnat, Deschamps s'en va. Ça se passe, pas besoin d'y revenir, on sait de comment ça s'est terminé.
arrivé Libop. Toi, dans l'effectif, vu que là maintenant ça fait quand même un moment que tu y es, tu vois un peu comment ça se passe, tu sens que ça va être un peu compliqué ou comment tu le ressens toi début de saison à l'arrivée Non, de moi, Libop? je suis perçu comme un cadre, un joueur d'expérience, non seulement par rapport au match que j'ai joué en pro, par rapport à mon âge, mais aussi l'expérience dans ce club de l'Olympique de Marseille. On sait que c'est toujours compliqué, risqué pour un joueur de venir ici. On a vu des très grands joueurs, tu en as vu autant que moi, arriver ici, briller dans d'autres clubs, arriver ici et exploser dans le sens négatif du terme. Donc, moi, j'étais vraiment là pour aider les autres aussi à bien se sentir, à les épauler. Et dans les moments plus difficiles, je savais que les coachs comptaient toujours sur moi, que ce soit Didier Deschamps, Eric Guéretz ou Elie Bob, José, Anigo, quand il a repris l'équipe aussi pendant ses intérims. Donc, il comptait toujours sur moi dans les moments difficiles, particulièrement. Et c'est ce qui a donné encore plus de valeur à mon passage, je pense. Comme tu l'as bien dit, quand vous gagnez, le club vous rend, enfin, l'environnement du club vous le rend par 100, par 1000, par énormément. Mais quand c'est un peu plus compliqué, ben, la charge, elle est différente. Et de durer dans ce club-là, justement, toi, tu t'es vu un moment partir, tu t'es dit, voilà, c'est bon, tu as dû avoir peut-être des propositions, peut-être après des champs ou même pendant des champs. Même avant Deschamps. Oui, j'ai eu des propositions presque tous les ans, évidemment. Quand tu fais des saisons pleines à l'Olympique de Marseille, ça attire l'œil d'autres clubs, mais jamais des propositions qui m'ont fait réfléchir pour partir. Moi, j'étais bien ici. Il y a eu des projets toujours ambitieux pour être compétitif. Et je me sentais bien dans la ville, dans la région, dans le club. Et ça n'avait pas de prix. Donc, ouais, j'aurais pu partir, mais je suis resté parce que j'avais envie de rester, envie de continuer cette aventure-là. Mais c'est sûr que quand je suis arrivé en 2007, si tu m'avais dit à cette époque-là, tu vas faire 7 saisons à l'OM, j'aurais pas cru. Non plus, comme quand j'avais 15 ans, tu m'aurais dit tu vas faire 18 ans en pro, j'aurais pas cru. Donc c'était beau, j'ai continué à écrire mon histoire jusqu'au bout. En plus, dans cette période-là, bon, après avec Eli Bob, ça se passe moins bien. Arrive à Nigo. Après, plus loin, il y a le recrutement de Bielsa. Ça se passe pas très bien à ce moment-là pour toi, puisque tu es écarté. Là, c'est passez le mot, excusez-nous, c'est le bordel. Il faut dire les choses comme elles sont. Puis ça termine au prud'homme, même l'histoire. Je me doute que ça doit être un regret quand même que ça se termine comme ça. Tu aurais préféré que ça se termine autrement. Ça venait de l'entraîneur et des dirigeants ou ça s'est passé comment en fait là, cette période un peu plus sombre sur la fin? En fait, c'est ça le souci. Bien sûr que je voulais que ça se termine d'une autre manière. D'ailleurs, ça devait pas se terminer. Même j'avais possibilité de reconversion au club à l'époque et tout ça. Et en fait, il y a eu un quiproquo, on va dire, entre les dirigeants, le coach et moi par rapport à ça. Et c'est sûr que c'était pas ouais, non, c'est pas un bon souvenir. C'est pas un bon souvenir. Bon, c'est passé. Exactement. Le temps fait que. Ouais. Pas de rancœur. Non, non, et au contraire, j'ai pu avoir une aventure à l'étranger que j'avais pas eue au Canada, à Toronto, en MLS, où je me suis éclaté pendant 3 ans. J'ai gagné le titre là-bas aussi de champion MLS. Donc, c'est quelque chose auquel j'avais pas du tout imaginé. Bah oui, notre culture, autre chose. Et Hein, donc, dans toute mauvaise chose, il y a des bonnes choses qui t'arrivent, quoi. En parlant de choses un peu dans ta carrière, moi j'ai jamais compris et vu qu'on ne l'a jamais trop expliqué, on va en profiter. Tu es 3 ans de, je ne sais pas si de suite, je crois qu'il y a une année entre peut-être, dans l'équipe type de Ligue 1. Donc c'est pas quand même quelque chose d'anodin, je pense pas. Oui, une ref, anodin, son frère, tout ça, bien sûr, c'était préparé. Mais l'équipe de France, une convocation où tu joues même pas, et après, rien, ou pas grand-chose du moins. Comment comment toi tu te l'expliques? Comment tu l'as vécu? Enfin, moi ça me semblait à l'époque, anormal et je ne comprends toujours pas d'ailleurs comment ça se fait. Bon, peut-être un mal pour un bien pour toi en 2010 que tu joues pas la coupe du monde comme ça s'est passé, mais je pense quand même que tu aurais été, content d'être dans le groupe pour y aller, après ça on ne savait pas comment ça allait, se goupiller. On m'a souvent posé cette question, même pendant tout au long des saisons où j'étais là. Qu'est-ce que tu veux faire? T'es joueur, tu t'entraînes tous les jours pour essayer d'être meilleur chaque jour, un match pareil. Tu joues avec ton club, tu as des bons résultats et après il y a une personne qui choisit, c'est le sélectionneur. C'est comme le coach, si le coach dans ton club il t'aime pas, il préfère un autre joueur, même si l'autre joueur, tu considères qu'il est moins bon, le coach décide et il y a qu'une personne qui choisit. Bah là, le sélectionneur, c'est pareil. Donc
t'as que à accepter sa décision. Et il y avait des très bons joueurs aussi à l'époque dans cette équipe de France. Je pense que je méritais peut-être de faire partie du groupe même un peu plus tôt. Mais j'ai pas de regrets parce que sportivement, j'ai eu tellement de satisfaction. J'ai été très épanoui à jouer à l'Olympique de Marseille cette saison, plus de 300 matchs, la moitié au Vélodrome. Enfin voilà quoi, ma carrière, elle est extraordinaire et j'ai pas de frustration de ne pas avoir joué avec l'équipe de France. J'ai eu beaucoup de sélections en jeunes, avec les espoirs même. Donc j'ai quelques maillots à la maison, donc ça suffit. Mais j'ai pas cette frustration. Non. Bon, je me doutais quand même de cette réponse. Benoît, en plus, alors quand tu arrives, tout le monde pense que tu es quand même assez discret, mais enfin, être discret et être impliqué au club pour cette saison, c'est pas rien. Toi, justement, tu étais quel genre de. Alors, tu étais le vice-capitaine, mais tu faisais partie des cadres. Tu étais quel joueur, toi, dans le vestiaire? C'était ton rôle, hormis le très beau joueur de foot que tu étais, je le répéterai tout le temps, ça. Mais après, ton rôle dans le vestiaire et ton rôle dans l'équipe, c'était quoi véritablement? La mission que tu t'es donnée un peu quand même à la fin, parce que c'est dans ton tempérament, sinon ça Il y serait a pas les objectifs que tu te fixes, il y a ta personnalité et je pense qu'il faut rester naturel. J'ai jamais aimé les mecs qui aboyaient pour aboyer. Et comme on dit, chien qui aboie ne mord pas. Ouais. Donc, quand tu aboies une fois, deux fois, trois fois, la quatrième fois, en fait, on t'écoute plus. Moi, quand j'avais quelque chose à dire dans le vestiaire, je l'ai toujours dit. Mais je pense que si tu parles tout le temps, tu vas lasser les gens vont plus t'écouter. Par contre, si tu parles au bon moment, choisir le bon timing, ça aura toujours plus de force et toujours plus d'impact. Et après, chacun a sa personnalité. Il faut de tout dans un vestiaire. Des gens plus expansifs, d'autres plus timides, mais qui vont apporter d'autres choses. Moi, dans le vestiaire, voilà, j'étais nature et je pense qu'il ne faut pas forcer. Non. Il ne faut pas forcer parce que ça se voit. Et si tu bluffes à un moment donné, les masques qui tombent. Et moi, j'ai toujours essayé de rester naturel, d'apporter des choses. Quand je voyais quelque chose qui tournait pas rond, je le disais, dans le bien de l'équipe, du club et des résultats, tout simplement. On avait un objectif. Chaque joueur a un objectif individuel, évidemment, le nombre de matchs, le nombre de buts pour les attaquants, aller chercher une sélection, aller chercher un club encore peut-être plus haut. Et il y a les objectifs collectifs qui doivent être au-dessus de tout ça. Donc, pour moi, c'était la priorité et c'était important de faire respecter tout ça. Le match qui t'a le plus. Que tu te dis, bon, celui-là, j'aimerais le rejouer en continu. Tout le temps, le match qui t'a le plus marqué, alors pas forcément peut-être dans la saison du titre ou pas, mais celui vraiment où, ouais, quand tu te dis, là, des fois, tu es à la plage tranquille maintenant, tu te dis, ouais, celui-là, ouais, ça c'était bien, ça c'était vraiment. Ouais, il y a peut-être un match, forcément le match au Parc, quand on gagne 3-0 contre le PSG et que je marque le troisième but, ça c'était un très, très bon souvenir. Du droit en plus, maintenant quand tu regardes les images, l'état de la pelouse, c'était catastrophique. Quand tu vois l'état de la pelouse maintenant au Parc, c'est un des meilleurs, Très c'est gros chez pied gauche. c'est ça. Ça a bien marché celui-là. Petit pont c'est vraiment un très, très bon souvenir. Mais il y avait un match, à domicile contre Liverpool, Liverpool de, Torres, Gérrard et tout ça. J'avais fait un gros, gros match et Eric Guéretz à l'époque avait dit, et il y avait Steven Gerrard sur le terrain, mais il n'était pas avec Liverpool, il était avec l'OM. C'était au décrassage qui avait dit ça, ça m'a fait plaisir, mais c'est vrai que c'était le sentiment que j'avais eu. Des fois, les planètes s'alignent et tu te sens mieux, tout réussit, tu as des ballons peut-être plus faciles à jouer, tu as des appels de balles qui sont plus fluides et tout est plus facile et tu es bon. Et c'est vrai que ce match-là, il avait été assez exceptionnel au Vélodrome contre une grande équipe et un gros match de Ligue des Champions. Oui, avec tout ce qui va avec, le faste du Vélodrome, et on en parlera dans le même tonneau. L'un des souvenirs les moins bons, où tu t'es dit peut-être là où on perd un peu le fil, c'est un match qui nous échappe, la saison peut-être aussi. Il y avait des matchs qu'on a perdus juste avant la trêve hivernale. Je me rappelle contre des équipes comme Lorient ou Nancy, où on avait fait des matchs catastrophiques en plein hiver. Et c'est des matchs où on perd des points bêtement parce que l'équipe en face est surmotivée. Et nous, c'est le dernier match, le dernier coup de collier avant la trêve. Et il y a des ingrédients qu'on n'avait peut-être pas mis dans ces matchs-là et qui nous font en fait déjouer. Et les autres marchaient sur l'eau, couraient plus vite que nous, volaient. Et ça, c'est les matchs les plus compliqués à jouer au Vélodrome. Ouais. Mais tu le dis souvent, hein, dans tes analyses de match, l'équipe qui joue contre l'OM, elle joue toujours un petit peu le match de sa vie, parce que tout le contexte fait que. Donc enfin, je ne dis pas que
se victimise pas, mais l'OM, c'est pas qu'il joue pas le même championnat que les autres, mais forcément, on l'a vu même l'an dernier, hein, pour revenir un peu à l'actualité. Le match qu'a fait Auxerre au Vélodrome, même si on n'a pas du tout été bon, même si c'est une bonne équipe Auxerre, enfin, ils ont fait un sacré match. Enfin, c'était à voir. Ça, vous le saviez, vous l'aviez intégré. Bien sûr. Tu le combats comment ça, en fait? Ça, c'est un effort de concentration et de motivation supplémentaire. Quand tu vas jouer à Anfield, toi-même, tu es à l'Olympique de Marseille, tu vas jouer à Anfield, donc tu es le petit par rapport au gros. Tu es content de jouer ce genre de match. Tu sais que ça n'arrivera pas tous les week-ends ou toutes les semaines parce que c'est en semaine. Et tu es surmotivé par rapport à ça parce que c'est un match que tu as attendu depuis longtemps. La plupart des équipes qui viennent au Vélodrome, je t'en ai parlé moi, mon expérience personnelle. Quand j'étais à Lille et que je venais au Vélodrome, ça faisait partie des 3 ou 4 matchs que j'attendais en début de saison parce que je savais que l'ambiance était meilleure, qu'il y avait plus de médiatisation, que si tu faisais un bon match au Vélodrome, on allait plus en parler que si tu faisais un bon match dans un autre stade le week-end d'avant, le week-end d'après. Donc ça, c'était quelque chose euh, de mécanique à aller chercher. Et c'est pour ça aussi que je pense que ma présence était importante et que les coachs comptaient sur moi dans ces matchs-là, notamment pour parler aux joueurs qui avaient peut-être, qui venaient d'arriver, qui avaient peut-être un peu moins de motivation. C'était pas à 100%. Les mecs en face, c'est des bons joueurs aussi, quoi. D'ailleurs, dans l'histoire du foot, quand tu suis la Coupe de France fait partie de l'histoire du football, il y a des surprises tous les week-ends parce que des fois, tu vas jouer contre une équipe de National 2, National 3, mais dans cette équipe-là, il y a des bons joueurs amateurs qui auraient pu peut-être être pros, mais à cause d'un coup de chance, d'un mauvais timing, ils n'ont pas été pros, mais ils ont, sur un match, la qualité d'être au même niveau que le mec qui joue à l'OM. Donc, contre ces équipes-là, il faut être au moins aussi motivé qu'eux et c'est les matchs les plus compliqués. D'accord. Bon, dans ta carrière à l'OM, s'il faut choisir qu'un seul entraîneur, on n'en garde qu'un. Eric Gerets. C'est alors, pour ceux qui ont eu la chance de le voir, on a fait les 125 ans du club il n'y a pas très longtemps. On a pu voir Eric. Ouais, quel plaisir. Oui, il y a une séquence où il voit Taille, elle est extraordinaire cette séquence parce que là, on voit qu'il n'y a rien de fin. Tout est sincère, il aura marqué vraiment la génération du club à ce moment-là. Il n'y a qu'à voir cette image. Je me rappelle, on était dans le vestiaire donc avec Tai. On était en train de discuter, la porte s'ouvre et on ne sait pas qui va sortir de la porte. Et on sait qu'il a eu des problèmes de santé. Et en fait, quand il rentre, son regard se tombe sur moi parce que la porte s'ouvre et on se tombe dans les bras. Et ça, c'est des choses que tu n'expliques pas. Après, il y a Taïwo à côté aussi il explique Myson, il le considère comme son fils et tout. Et on a vécu des moments avec lui pendant 2 ans très, très forts. Beaucoup de bons moments. Il y a eu des moments un peu plus compliqués. Mais en fait, on a passé beaucoup de temps ensemble parce que je parlais des mises au vert qui étaient beaucoup plus longues qu'avec les autres entraîneurs. Donc, tu es à l'hôtel, tu passes des moments, tu discutes plus souvent au repas et tu crées des liens. Et quand tu gagnes des matchs et quand tu gagnes des titres aussi, ça te tisse des liens humains que tu pourras pas enlever. Si on a gardé un entraîneur, il faut garder un joueur avec qui tu as joué à l'OM. Si tu n'en gardes qu'un seul, même si il en a passé beaucoup quand même, hein. Alors qu'un, c'est dur. Si tu veux en donner 3, je peux. Je peux t'en sortir un parce que ça reste un ami maintenant, alors que c'était pas joué les premiers tours, les premiers jours. On a une personnalité complètement différente, mais c'est Dédé Gignac. Ouais. Évidemment, je suis allé le voir plusieurs fois au Mexique chez lui, là-bas maintenant, où c'est un dieu. Il fait quand même sa 10e saison là-bas. Et une deuxième carrière après sa carrière qu'il a fait en France, c'est extraordinaire. Avec une hygiène de vie s'il l'avait eu en France, il aurait peut-être fait encore des choses encore plus merveilleuses. Mais ouais, Dédé Gignac. Les 3 premiers jours, quand il arrivait dans le vestiaire, voilà, j'ai cru qu'on allait s'embrouiller, qu'on allait se frapper même, parce qu'on a des personnalités complètement à l'opposé. Et finalement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le 4e jour, ça a matché. Et on était après tout le temps ensemble. Et c'est une amitié qui perdure et qui est assez forte. Ouais. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Lui et sa famille, d'ailleurs. Oui, parce qu'en plus, il arrive la première saison, il y a un but, je crois. Il C'est fait dur. 2 saisons très compliquées. Et Et après 3 il n'est pas en saisons. forme, il n'est pas. Ouais, ouais. Ça se comprend aussi. Alors, Pourquoi c'est il est parce que- blessé, il se fait opérer. Non, il n'y a rien qui va. Et Il y puis a rien qui après, la folie. va. Ouais. Ouais. En vrai de vrai. Bon, voilà. Moi, si André nous regarde, par hasard, Et regarde tout, il nous regarde, bien sûr. il nous regarde, c'est sûr. Bon, il donnera le numéro pour qu'il puisse venir nous dire que c'était lui, que c'était toi, son joueur préféré C'est ça, du club. c'est sûr.
Tu as gardé contact encore avec beaucoup de joueurs de cette époque-là? Vous êtes encore. Oui, on garde contact avec certains, effectivement, et c'est l'occasion de se voir aussi dans des rassemblements comme ça. Et je remercie l'Olympique de Marseille, comme tous les anciens clubs, dans lesquels tu vas pour des matchs, pour des associations, pour des anniversaires comme ça, les 125 ans, et tu retrouves des coéquipiers qui ont une histoire différente maintenant, et tu te rappelles les bons souvenirs, c'est exceptionnel. Du coup, c'est toi qui t'es chargé du recrutement de Soulé pour Ligue 1 +? Non, non, mais on a appuyé un petit peu, ouais, parce que je sais que déjà c'est une très bonne personne que j'adore humainement et qui peut apporter un truc très sympa, son œil à Ligue 1 plus, ouais. Bon, voilà, oui, quand vous avez des amis, vous avez pour la vie. C'est comme ça que ça marche. Donc on a parlé justement de l'entraîneur donc qui est Eric Guéretz qui t'a marqué. Hem, En avançant maintenant donc avec ton nouveau métier de journaliste justement, est-ce que tu penses et on va parler de l'actualité Je du suis pas journaliste, hein. ouais, pardon, sans le Consultant, consultant, c'est vrai, c'est journaliste, autre chose. c'est autre chose Et c'est peut-être plus difficile. et c'est oui, sûrement même, parce que vous êtes scruté pour, ce que vous racontez. Mais bon, c'est comme tout en vrai. Justement, on va partir, sur ce qui se passe actuellement à l'Olympique de Marseille. Alors ça Qu'est-ce qui se passe? résume ça résume parfaitement comme nous vivons le club. Avant le match contre Rennes, tout était, extraordinaire. On perd un match, ça arrive, je pense. C'est arrivé de perdre des matchs, je pense qu'il faut Ouais, faut ouais. gagner, hein. C'était pas les meilleurs souvenirs, mais ça arrive effectivement. Il y a eu, une semaine, 10 jours, très, chargés en médias. Toi qui suis le club, parce que tu es quand même, suiveur du club, que tu es, consultant, hem, comment le dire? Comment tu le juges toi ça? Tu le vois comment? Tu as envie d'en parler comme, l'ancien joueur qui dit: «Beh, peut-être je vais me ranger du côté de Rabiot parce que nous on a vu, déjà plein de bagarres» ou même pas de dire de se ranger après le club, c'est pas ça. Mais comment, parce qu'après on n'a pas su tout non plus. Tout le monde a donné son avis alors qu'il y avait pas non plus, tant de matière que ça au début. Après au fur et à mesure ça s'est décanté. Mais toi tu l'as vécu comment là, cette situation, de début de saison, tendue? En tant que consultant, tu veux dire? Oui. Là, tu as tout résumé en fait. Des fois, on nous demande notre avis sur des choses qu'on voit seulement de manière partielle. C'est la partie émergée de l'iceberg. Ce qu'on voit, ce qu'on nous dit, ce qui est marqué dans les journaux. On n'était pas dans le vestiaire, on ne sait pas ce qui s'est dit aussi entre les principaux acteurs. Et je trouve ça toujours très dangereux de donner son avis sur une situation dont tu connais pas tous les tenants et les aboutissants. Même dans ma famille, dans ta famille, des fois il y a des embrouilles. C'est dur de prendre parti pour un tel ou un tel parce que toi, tu vas écouter ce que lui a dit, il va te donner sa version et l'autre aussi, c'est une version forcément différente. Et comment trancher? Qui a raison? Qui a tort? Qui dit la vérité? Qui dit pas la vérité? Donc en tant que consultant, c'est toujours compliqué. C'est pour ça que moi, j'aime bien commenter les matchs et parler de ce que je vois sur le terrain. Il y a l'image, le mec a raté une passe, voilà, il aurait dû plus ouvrir son intérieur de pied pour claquer sa passe. Il l'a pas suffisamment ouvert, la passe n'est pas arrivée, il a fait cette erreur-là. Et là, je suis capable de dire, là, sur cette passe-là, tu as fait une erreur. Et le joueur en conviendra aussi. Parler d'une situation où j'ai pas vu ce qui s'était passé, forcément, on a un avis de manière générale sur les infos qu'on nous donne. Maintenant, tu l'as très bien dit au départ, je suis malheureux de la situation en tant que supporter de l'OM aussi dans mon cœur. Parce que le matin du match contre Rennes, Adrien Rabiot était ravi de porter ce maillot, était content de jouer cette saison, le championnat, aller avec l'OM en Champions League. Le coach et les dirigeants étaient ravis d'avoir Adrien Rabiot dans leur effectif parce que c'était un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur l'année dernière, et qu'il allait leur apporter encore des choses pour aller chercher encore plus haut des objectifs cette saison avec l'Olympique de Marseille. Et quelques heures plus tard, voire quelques jours plus tard, Adrien Rabiot va peut-être être triste de plus porter ce maillot et les dirigeants vont être tristes de plus compter un joueur un peu spécial dans leur effectif. Donc moi, c'est cette situation qui me rend triste. Après, ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup de choses de dites, peut-être de la précipitation, peut-être de l'émotionnel, peut-être de la pression qu'il y a plus à Marseille qu'ailleurs. Et donc voilà, on en est là et j'aimerais, moi, en tant que spectateur, supporter, observateur et passionné de foot en général et de l'OM aussi,
qu'il y ait peut-être une discussion à plat, au calme, entre toutes les parties pour que, en fait, il n'y ait pas ce regret dans une semaine ou dans un mois de dire voilà, Adrien Rabiot était là, c'était bien, tout le monde était, convenait, tout le monde était d'accord là-dessus. Et dans un mois, dire tiens, c'est dommage, il n'y a plus à dire Adrien Rabiot. Après, les torts de chacun aura sa position. Et, voilà, et j'espère peut-être qu'il y aura une issue positive pour tous les Pour tout le acteurs, monde. pour le Après, club et pour le joueur. C'est ce qu'on souhaite. dans tous les cas, si je peux donner mon avis sur ça, personne n'est gagnant dans l'histoire. Enfin, du moment où Donc c'est dommage quand même, une situation où bien tout le monde sûr est que pas. la situation est dommage, mais après, peut-être que pour le club, il fallait mettre des choses en place et que ça n'a pas été bon à ce moment-là avec Adrien. Pour Adrien aussi, enfin, là, pour le coup, ça a aidé personne. Puis en plus, la semaine qu'on s'est, je veux le dire comme ça, la semaine qu'on s'est tapé, ça a été quand même extraordinaire. Parce que voilà, il n'y avait plus que l'Olympique de Marseille dans la France, comme souvent. Bon, après, on le sait, si on n'avait pas voulu ça, on supporterait notre club et on serait traité d'une autre façon. Tu en parles fréquemment quand tu es à l'antenne, mais justement, tu vois comment, toi, la deuxième saison de De Zerbi, même si, bon, là, le championnat, on a compris, c'était un peu. Il n'y a eu que 2 journées en même temps. Toi qui as été joueur pro, en général, c'est pas les meilleurs matchs que vous faites quand les championnats attaquent. Si je ne me trompe pas, les débuts de saison, c'est un peu plus, Ça dépend, c'est vrai plus que c'est un peu compliqué. timide là. Ouais. Voilà. Justement, tu en penses quoi, toi, de l'an 2 de De Zerbi et qu'est-ce que tu attends et comment tu vois l'évolution possible de l'équipe? Ah, je pense que c'est toujours plus facile parce qu'il a des idées très arrêtées, des principes de jeu, des circuits de passe, un jeu de position qui est très précis dans quelle zone attaquer, dans quelle zone te positionner, comment compenser quand il y en a un qui monte. Donc c'est des choses très précises. Il laisse moins de liberté dans ce cadre-là que d'autres coachs. Donc en tant que joueur, il faut réfléchir, avoir une réflexion sur ce jeu-là. Et effectivement, évidemment, quand tu es en deuxième saison, bah, tu as déjà accumulé toutes ces notions et c'est toujours plus facile de rendre une copie propre quand tu sais ce que tu as à faire. Donc je pense que ça sera plus facile, même s'il y a des arrivées et des joueurs qui viennent d'apprendre ces nouvelles notions, qui viennent de l'extérieur. Mais ils vont être aussi guidés par ceux qui étaient là la saison dernière. Donc c'est toujours plus facile pour moi une saison 2. Après, dans le management, dans la façon de demander toujours plus, c'est parfois compliqué pour un coach de se renouveler dans le discours, dans la façon de manager, sans parler de la tactique, là, et dans la façon de manager et de tirer le meilleur de chacun. En plus, il y a un recrutement quand même qui est toujours ambitieux, puisque l'arrivée de Medina, d'Aubameyang, même de Egan Rayele, qui est un jeune joueur, mais qui a l'air plus que capable. Comment tu l'as vu, toi, l'arrivée justement d'Aubameyang et de Medina, par exemple, c'est les 2 têtes de gondole là, pour l'instant du recrutement. C'est ce qui manquait? Medina Fagundo-Meniga, c'est un joueur que j'adore, moi. Depuis plusieurs saisons à Lens, c'est un de mes défenseurs préférés dans ce championnat, dans ce qu'il apporte avec son pied gauche déjà, j'aime bien les pieds gauches, et sa grinta, sa façon de jouer vers l'avant aussi, de se projeter et par la conduite de balle, avec des courses tranchantes pour casser des lignes et apporter en tant que défenseur central un surnombre au milieu de terrain, ça me plaît beaucoup, et par la passe aussi. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je me disais aussi, et dont j'avais cette réflexion-là la saison dernière. Il rentre parfaitement dans ce cadre de défense de Roberto De Zerbi, avec sa capacité à jouer défenseur central, mais aussi arrière-gauche. Et donc, dans cette défense à 4, à 3 parfois, et sa façon de coulisser, c'est vraiment le profil idéal pour être dans cette défense-là. Bon, on espère qu'il reviendra rapidement, après la trêve, ça devrait aller. Et puis, le retour de Oba. Incroyable. Et on a dû le dire 1000 fois de partout, mais j'ai l'impression que même s'il joue jusqu'à 43 ans, on marquera toujours des buts ce joueur. C'est de n'importe où il se place, n'importe où il est, du moment que le ballon est par là et qu'il peut la mettre au fond, c'est quand même une chance de l'avoir repris en vrai. Après, on verra dans la saison, mais pour l'instant, C'est c'est une sûr chance que d'avoir des joueurs qui marquent des buts. Et oui, c'est sûr que c'est le plus dur à faire et il va encore en marquer beaucoup. Il nous épate, il continue de progresser. L'intelligence d'un joueur comme Aubameyang, c'est aussi énorme dans ses choix de carrière, dans sa progression de carrière. Il a su adapter son jeu. Il a encore des capacités athlétiques pour prendre la profondeur, pour faire la différence grâce à sa vitesse, sa détente aussi. Et son positionnement dans la surface de réparation, dans la surface de vérité, pour marquer les buts. On l'a vu dans ces dernières semaines, les buts qu'il a marqués. C'est pas forcément les plus beaux, mais il faut être dans cette position, dans cette zone-là pour pouvoir la mettre au fond, quoi. C'est pas le plus facile. Il a aussi évoqué son expérience de la saison dernière.
où en Arabie Saoudite, il avait l'habitude aussi de décrocher, de participer un peu plus au jeu, d'avoir une position un peu plus reculée, ce qui a fait évoluer son jeu aussi. Et là, on voit que ça peut être une attaque à deux têtes avec Amine Gouiri notamment ou Mason Greenwood. Enfin, c'est pas un attaquant, un milieu offensif, ça peut être deux attaquants, donc il va y avoir cette complémentarité. Et je pense que ça peut servir aussi à Amine Gouiri pour franchir un palier encore en saison 2. Bon, après, de multiplier les bons joueurs, tu l'as très bien dit tout à l'heure, normalement, c'est jamais toujours une plus mauvaise facile. nouvelle. C'est toujours plus facile. Justement, arrive un match qui semble déjà capital, comme comme tous les matchs. Mais non, mais c'est pour bien passer la trêve, parce que on ne va pas se mentir, s'il y a un contre-résultat dimanche, la trêve internationale va être un peu plus douleuse. S'il y a un bon résultat, ce sera beaucoup plus facile. Tu le vois comment, toi, le match de dimanche? Parce que c'est devenu l'Olympico, du coup. Ça y est, c'est devenu l'un des grands matchs de la saison. Il est attendu et puis il arrive tôt parce que c'est seulement la troisième journée. Oui, il arrive tôt. Moi, ça me plaît de voir des gros matchs aussitôt dans la saison pour lancer, comme tu l'as dit, la saison. C'est pas un tournant, mais c'est un match important. On l'a vu la saison dernière aussi, ce match complètement dingue au Groupama Stadium à 10 contre 11 très tôt. C'est un des matchs les plus marquants, moi, de la saison dernière. Pour l'OM et dans le championnat de Ligue 1 en général. Je trouve que Lyon a été sous-coté à cette intersaison. Il y a eu cette menace de rétrogradation. Donc, on passe d'un club qui était presque en Ligue 2 à un club qui se retrouve en Ligue 1 et qui fait un très très bon début de championnat avec beaucoup de joueurs de qualité. Peut-être qu'il y a moins de quantité de bons joueurs dans cet effectif que la saison dernière, mais le noyau dur de 11, 12, 13, 14 joueurs est plutôt cohérent. Je pense que le départ de Lacazette va permettre à Miko Tadze de prendre encore plus de place et c'est un top joueur et il sera dans le top 3 des meilleurs buteurs en fin de saison, je pense. Ils ont bien recruté aussi. S'ils arrivent à garder Fofana, ça peut être aussi vraiment une menace pour l'OM dès ce week-end. Et l'OM doit évidemment être dans la continuité du bon résultat du week-end dernier, avec un peu plus de sécurité, un peu moins de temps faible à l'intérieur de ce match-là, parce que contre un Lyon de cette qualité, ça peut être compliqué sinon. Ouais, mais en plus, après, on peut être déçu du match, du contenu du match de samedi contre le PFC. Mais après, quand même, on ne peut pas enlever ça à l'équipe. Mener 2-0, être rejoint à 2-2, réussir à quand même marquer encore 3 buts derrière, gagner le match. Ben, tu l'as vécu, ce genre de scénario, c'est jamais... ça tombe pas du ciel, c'est pas non plus... non, ça fait partie des matchs que tu vas rencontrer. Maintenant, si tu veux jouer le du tableau, il va falloir mettre un peu plus de constance. Et ça, c'est sûr que ça fait que 2 matchs. Oui, non, parce que selon comme on en parle, des fois, on dirait qu'on est déjà à la 33e journée, que ça y est, tout est... Mais ce qui est encourageant, c'est les bonnes entrées. Tu vois, Bilal Nadir a fait une super entrée. Aubameyang, ce qu'il apporte encore. Et ça, c'est quelque chose d'encourageant, effectivement, de pouvoir compter aussi sur les joueurs qui sortent du banc. Mais sur le match de samedi, ce qui a été bien, et on le regrettait souvent dans les autres années, c'est qu'il n'y avait pas assez de jeunes joueurs qui pouvaient arriver un peu pour challenger. Mais c'est vrai que la rentrée de Nadir, de Bakola et de Robinho Vaz, ça fait un bien de les voir. On aurait dit que ils ont changé la... Parce que tu sens cette fougue, cette insouciance. Je parlais tout à l'heure de réflexion sur le jeu, ce jeu de position de Roberto De Zerbi, qui peut parfois t'amener en tant que joueur à dire « Tiens, je suis là, ah ben non, il faut que je sois un mètre plus à droite pour ouvrir l'angle de passe. » Et des fois, tu as trop de réflexion, moins de spontanéité. Et des joueurs comme Nadir, Robinho Vaz, tu l'as dit, Bakola qui fait un bon début de saison, même pendant les matchs amicaux, apporte un peu de fraîcheur et peut permettre dans des matchs où c'est un peu moins cloisonné tactiquement, qu'il y a un peu plus d'espace, d'apporter cette folie. Et j'ai beaucoup aimé leurs 3 entrées, effectivement. Bon, j'espère, bien entendu, un résultat plus que positif dès dimanche. Comme ça, au moins, on pourra lancer la saison tranquillement. On arrive au bout, Benoît, de ce très bon numéro. Après plein de choses. Merci. On a parlé de foot. Un petit mot de conclusion. Je t'en laisse un et je terminerai le podcast. Conclusion, qu'on puisse voir beaucoup de matchs de foot encore, prendre beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotions dans ce stade Vélodrome avec cette belle équipe marseillaise qui va faire une belle saison, je pense. J'ai hâte de voir en championnat, mais également en Champions League, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, de pouvoir revibrer dans ce stade. Bon, Benoît, merci beaucoup. Bon, vous l'aurez compris, on est très heureux d'avoir reçu Benoît Chéreau aujourd'hui. On fait des petits remerciements quand même. On remercie Charles, bien entendu, qui est au montage, au coupage, à tout ce qu'il doit faire. Il fait le travail de
de beaucoup de gens. On remercie aussi Alan, David, Manji et Gabriel. Ils se reconnaîtront et ils savent pourquoi je les remercie. Aux Armes vient de terminer son premier numéro. Le numéro 2 arrivera très bientôt. Alors normalement, avec un ancien joueur encore, mais on vous garde la surprise. Et puis, on se retrouve dans nos prochaines rubriques que vous trouverez sur les réseaux sociaux. Merci à tous, à très bientôt. Et bien sûr, comme on dit toujours, allez loin.